En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Il sera question pendant 1 heure d'intelligence artificielle, puisque nous parlerons de son nouveau livre, IA, grand remplacement ou complémentarité, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. 500 milliards, c'est le montant du plan d'investissement Stargate annoncé par Donald Trump pour porter la prochaine génération d'intelligence artificielle. Sam Altman, patron d'OpenAI, l'a décrit comme le projet le plus important de cette époque. Face à cela, l'Europe est-elle condamnée à devenir une colonie numérique? Sommes-nous tout simplement en train d'organiser le grand remplacement de l'être humain? Peut-il y avoir une forme de complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'espèce humaine? Tout de suite, les réponses de Luc Ferry, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Luc Ferry, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous recevoir dans cette émission pour parler d'un sujet dont on parle finalement assez peu, puisque ça va être, quand on lit votre livre, un véritable tsunami économique, révolution économique, technologique, mais aussi anthropologique. C'est le thème de votre livre, puisque vous prédisez quasiment le grand remplacement de l'être humain. Ça s'appelle Grand remplacement ou complémentarité. C'est aux éditions de l'Observatoire. Luc Ferry, je voulais malgré tout commencer par avant de rentrer dans le cœur de votre livre, une question d'actualité qui est liée, c'est effectivement ce grand plan d'investissement des États-Unis de 500 milliards de dollars annoncé par Donald Trump. On sait qu'il y a un autre mastodonte qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, c'est la Chine. Où est l'Europe dans tout ça? Pour l'instant, quasiment nulle part. Il y a quelques startups talentueuses en Europe. Il y a Mistral AI en France d'Arthur Mensch, qui est d'ailleurs le neveu de Laurent Alexandre, qui est un jeune polytechnicien. Arthur Mensch, pas Laurent Alexandre, un jeune polytechnicien talentueux. On connaît Laurent Alexandre qui est déjà venu sur ce plateau. Oui, je sais. On s'écrit quasiment tous les jours avec Laurent. Et voilà. Et Arthur Mensch, bon, il y a ce Mistral AI, mais c'est tout petit à côté de ce qui se fait aux États-Unis et même en Chine. Moi, je n'ai jamais cru que les États-Unis allaient dépasser la Chine. Donc, on a vu sortir depuis quelques jours, on en parle beaucoup, cette nouvelle IA générative chinoise qui s'appelle DeepSeek et qui est absolument géniale, puisqu'il a fallu seulement 6 millions de dollars ou 6 millions d'euros, c'est à peu près pareil, pour la fabriquer, alors que les Américains ont mis, par exemple, pour fabriquer ChatGPT, des dizaines de milliards de dollars. Donc c'est une bonne nouvelle, paradoxalement, pour l'Europe, parce que ça veut dire que notre retard n'est pas irréparable. Parce que si on investit, comme le demande Mario Draghi, le fameux rapport Draghi, qui dit que si l'Europe veut continuer à exister, si on veut pas perdre la civilisation européenne, il faut investir dans l'innovation, il a 1000 fois raison. Si l'Europe veut rattraper son retard, DeepSeek est une bonne nouvelle parce que ça prouve que c'est pas totalement impossible. Les coûts vont baisser. Oui, voilà. Et DeepSeek, j'ai essayé, il est très très bon. Il est quand même excellent. C'est un problème d'investissement qu'on a, un problème de matière grise. On n'arrive pas à retenir nos meilleurs ingénieurs. Comment ça se... Oui, vous mettez le doigt dessus. Vous avez tout à fait raison. C'est le deuxième point. C'est-à-dire que, par exemple, Yann Lequin, avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner il y a quelques temps, c'est le patron de l'IA chez Meta, donc chez Facebook, si vous voulez. Ex-Facebook. Et donc Yann Lequin, c'est un Français, c'est un Breton, il doit avoir une 60aine d'années, donc c'est même pas un gamin. Et donc, mais il est parti travailler aux États-Unis. Et donc, moi, quand j'étais ministre de la Recherche et de l'enseignement supérieur, c'était ma préoccupation principale, c'était la fuite des cerveaux. On a des, vous savez, en France, on a des talents extraordinaires en médecine, en biologie, en physique. On a aussi des Cédric Villani, médaille Fields, donc un mathématicien, des 3 ou 4 mathématiciens les plus talentueux au monde. Bon, mais voilà, le problème, c'est que moi, j'étais chercheur au CNRS quand j'étais gamin. J'avais 2 agrégations, une et un doctorat d'État. J'étais payé royalement l'équivalent de 1600 € par mois. C'était impossible de vivre à Paris si on n'a pas un appartement, déjà, si on n'est pas propriétaire. Bon, et donc, c'est ça aussi, cette fuite des cerveaux, c'est que on traite mal nos chercheurs. Le budget d'Amazon, le budget R&D d'Amazon, le budget recherche et développement d'Amazon doit être, sauf erreur de ma part, plus de 20 fois supérieur à celui du CNRS. Vous voyez ?
Donc là, on a pris un retard en France, en Europe. Mario Draghi a 1000 fois raison. Et c'est pas une question seulement d'argent et d'économie, c'est une question de civilisation européenne. La civilisation européenne, c'est nous qui avons inventé la révolution scientifique, c'est nous. C'est nous qui avons inventé les droits de l'homme, la démocratie, la liberté des femmes. Bon, c'est quand même extraordinaire, cette civilisation, sans parler de toute cette littérature extraordinaire. Bon, les États-Unis ne sont qu'un épigone de l'Europe, l'Amérique du Sud aussi. Bon, mais on est en train de crever. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre. Ah, ça, on est capable de réguler. Ça, oui, on va voir. J'allais y venir. Oui, ça, on sait faire. Pardonnez-moi de vous interrompre, parce que vous avez parlé de Mario Draghi, mais qui est une sorte d'anticonformisme, malgré tout. En Europe, on n'a pas forcément l'impression qu'Ursula von der Leyen est sur la même ligne. En tout cas, on entend parler à propos d'intelligence artificielle, de régulation, voire de censure. Je ne sais pas ce que vous pensez de Musk, on va en parler. On peut en penser tout ce qu'on veut. Mais est-ce que la bonne réaction face à Elon Musk, c'est de parler censure et régulation, alors même qu'on ne maîtrise pas la technologie? Oui, et qu'on régule des innovations qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, alors, moi, je ne suis pas contre l'innovation, contre la régulation. Ben, bien sûr, il faut aussi protéger les gens. Mais il se trouve qu'il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, j'en parlais avec le patron de Google Europe, qui est un jeune Américain sympathique, et qui me disait, un peu en rigolant, mais pas entièrement rigolant, il me disait, oui, c'est vrai, nous, on a les GAFA, nous, les Américains, on a les GAFA, vous avez les CNIL. Voilà. Et là, on a un sommet qui se profile le 11 février sur l'IA et qui est quasiment entièrement consacré à la régulation, à l'intérêt général, à la morale, etc. Il faut les deux. Évidemment qu'il faut aussi des CNIL. J'ai rien contre la CNIL. C'est très bien de protéger la vie privée des gens, notamment dans le domaine de la santé, mais et pas seulement. Mais je pense que voilà, si on parle de régulation, par exemple, je pense qu'on est quand même encore aujourd'hui avec l'IA Act, donc la régulation européenne, on n'est pas au niveau des vrais problèmes, on arrive en retard. La grande question en matière de régulation, je vous le dis tout de suite, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est la question des deepfakes, c'est-à-dire la question des fausses vidéos. J'ai là dans mon smartphone plein de deepfakes qui ont été faites gracieusement par une bande de jeunes qui sont adorables, ils sont sympathiques comme tous, c'est des gamins, ils ont 30 ans, ils travaillent à fabriquer ça, ils sont spécialisés dans l'IA, ils sont formidables. Ils m'ont envoyé des deepfakes qui sont magnifiques. Alors, il y en a une où Obama dit que mon livre est absolument génial. Il y a une où Macron dit, j'ai lu le livre de Luc Ferry, je suis abasourdi par tant d'intelligence. Ou ça, c'est des deepfakes. Mais vous pouvez, alors ça fait rigoler parce que c'est pas grave, mais vous pouvez mettre la tête d'une gamine de 3e ou de seconde sur un film X, porno, le balancer sur les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air. Et vous pouvez faire croire que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous mettez votre argent en Suisse, si vous êtes chef d'entreprise. Vous pouvez faire toutes les saloperies possibles et imaginables. Oui, et les jumeaux numériques, c'est terrible. Les jumeaux numériques, ça peut être formidable. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant, on en est à... Je reviens à Musk, à le critiquer, parce qu'il a appelé à voter pour l'AfD en Allemagne. Ça, c'est une forme d'ingérence ou c'est illustre de sa liberté d'expression? Alors, le problème, c'est qu'il y a une tentative de la part de la nouvelle administration américaine de casser l'Europe. Simplement, ce que les Européens devraient comprendre, c'est qu'on a réussi à se casser nous-mêmes. Voilà. Et au fond, ça nous réveille. Et au lieu de prendre ça comme une catastrophe, on devrait se dire, bah voilà, ces gens veulent casser l'Union européenne, c'est d'accord, très bien, mais réfléchissons à ce qui nous sépare et à ce qu'on peut faire. Encore une fois, je ne vais pas reciter le rapport Draghi, mais à ce qu'on peut faire pour soutenir cette civilisation européenne, moi que je trouve la plus belle du monde. Voilà, je le dis très franchement. Mais Marx avait raison, s'il n'y a pas l'infrastructure en dessous, la superstructure, la superstructure s'écroule. Là-dessus, il a raison. Voilà, et donc la civilisation, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de la spiritualité. Regardez l'effondrement du christianisme en France, par exemple. Donc tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'intelligence, de la culture, s'il n'y a pas derrière une société d'innovation performante sur le plan technique, scientifique et économique, ça va avec, ça s'écroule. Vous expliquez que l'élection de Donald Trump devait nous réveiller. Oui. Quoi qu'on pense de ses orientations politiques, du personnage, il y avait quelque chose justement de frappant durant sa cérémonie d'investiture. C'était l'idée que l'Amérique repartait de l'avant, l'Amérique grande de nouveau. Est-ce que l'Europe n'a plus confiance à sa propre grandeur et à sa propre capacité à se projeter vers le futur? Est-ce qu'elle est empêtrée dans son passé justement? Qui ne passe pas d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Et puis, oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a vraiment une crise de l'idée de progrès, vous voyez, qui apparaît dans les années 70 avec la naissance de l'écologie politique.
là encore, qu'on se comprenne. Bien sûr qu'il faut de l'écologie. Je suis pas débile mental. Bien sûr qu'on a besoin de même qu'on a besoin de protection des individus avec des CNIL, de même on a besoin d'écologie. Mais l'écologie qui s'est inventée, l'écologie politique dans les années 70, qui apparaît, qui se structure en politique, c'est une écologie de la décroissance et qui n'est qu'un moyen de continuer la lutte contre le capitalisme par d'autres moyens. C'est ça. Lisez le livre de Lippietz, par exemple, qui commence par Alain Lippietz, qui avait été un candidat écologiste à la présidence, qui a été d'ailleurs un député écologiste. Bon, et son livre qui s'appelle Vers Espérance commence par cette phrase dès la première page. Il était maoïste avant. Je l'ai connu, on est allé ensemble à Moscou une fois, donc je l'ai rencontré là-bas, et enfin pendant le voyage aussi, et ça commence comme ça: je suis arrivé au vert par le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'étais maoïste, bon d'accord, 70 millions de morts, j'ai quand même été obligé d'en rabattre un peu sur le maoïsme, c'est pas si génial comme ça, mais je continue la lutte contre les sociétés libérales, démocratiques et capitalistes par d'autres moyens, voilà, par la décroissance. Et donc ça, c'est la crise de l'idée de progrès, le progrès meurtrier. Vous voyez, ce thème-là a beaucoup... Et regardez encore aujourd'hui le Green Deal, même la patronne de l'Europe aujourd'hui est obligée Madame von der Leyen est obligée d'en rabattre sur le Green Deal parce qu'elle comprend qu'avec Trump aux États-Unis, si on continue à réguler, on va crever tout simplement. Merci Luc Ferry, c'est la première pause dans cette émission. On se retrouve en toute vérité sur Sud Radio. On continue à parler du thème de l'intelligence artificielle et du livre de Luc Ferry. On verra que l'intelligence artificielle pourrait bousculer tous les domaines de notre existence. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité ce dimanche avec Luc Ferry. Nous parlons intelligence artificielle et de son livre IA, grand remplacement ou complémentarité. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant. On parle également d'actualité puisque la question de l'IA s'invite effectivement dans l'actualité. On parlait avant la pause du progrès, de la vision du progrès en Europe, de la volonté de tout réguler, notamment d'Ursula von der Leyen à travers le Green Deal. Le Green Deal, on s'aperçoit aujourd'hui que l'industrie automobile européenne est obligée, pour respecter les règles européennes, d'acheter du crédit carbone à Tesla, à Elon Musk, qui par ailleurs est présenté comme l'ennemi public numéro 1. Le processus est un peu compliqué, mais en réalité, on doit les entreprises automobiles, l'industrie automobile s'est engagée, enfin, a été obligée dans le Green Deal de produire tant de voitures électriques, et il se trouve que c'est difficile parce qu'on a du retard d'un point de vue industriel, et que du coup, ils ont le choix effectivement entre une amende ou racheter des crédits carbone à des entreprises plus vertueuses qui produisent justement électriques, donc Tesla qui est le principal concurrent de la future industrie automobile électrique française ou européenne. Oui, là on nage en plein délire. C'est quand même extraordinaire parce que, et comme l'a très bien dit Bernard Arnault, pendant que Trump a tort ou a raison, parce que on peut vraiment en discuter, mais va taxer les importations de produits étrangers, là il vient de signer des décrets, le Canada, le Mexique, la Chine, etc. sont super taxés. Pendant ce temps-là, nous on taxe les entreprises françaises. On va avoir un budget, après le budget Barnier qui était absolument catastrophique, on va avoir un budget Bayrou qui sera pas beaucoup mieux, mais qui va taxer considérablement les entreprises qui réussissent. Donc on est vraiment tout à fait à côté de la plaque. Si vous rajoutez le fait qu'on est en pleine dénatalité, y compris en France, la moyenne c'est 1,5 en Europe, la France est à 1,6 enfants par femme, on a vraiment une crise de l'innovation, du progrès, mais aussi de la vitalité, si je puis dire, de l'Union européenne, de cette civilisation européenne à laquelle moi je suis évidemment très 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 attaché, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une civilisation qui est quand même grandiose sur le plan des libertés, mais aussi de la protection sociale, voilà. Et donc de la littérature, de la science, de la culture d'une manière générale, la spiritualité aussi. Et donc voilà, je trouve il faut qu'on se réveille, et il y a urgence, parce que comme l'a dit Poutine, là aussi on peut en penser
c'est ce qu'on veut, mais comme l'a dit Poutine très bien, et là il a raison, les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle maîtriseront le monde. Justement, on revient parce que le thème de cette émission, c'est l'intelligence artificielle, c'est votre livre Grand remplacement ou complémentarité. Sommes-nous en train d'organiser le grand remplacement de l'être humain? Alors à plusieurs niveaux, mais il y a un niveau que vous abordez dans le livre et je pense qu'il préoccupe tout le monde, c'est la question du travail. Quelles vont être les conséquences sur le travail de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est énorme. Énorme. Oui. Énorme. Alors il y a un débat, hein. Il y a de très grands économistes, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, il y en a un notamment qui s'appelle Philippe Aghion, que tous les économistes français connaissent, et pas seulement les économistes, qui est professeur... Qui a travaillé sur Schumpeter, voilà, qui est la professeur destruction créatrice, donc les emplois détruits vont être remplacés par d'autres emplois, mais lesquels Voilà, lesquels. Et puis qui dit que, aussi Gilles Babinet, ils sont les coprésidents du Conseil du numérique, qui a été installé par Macron. Et donc moi j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je suis en désaccord total avec eux, ce qui n'est pas incompatible, on peut respecter, être en désaccord. Mais j'expose dans mon livre leurs arguments et les miens. Leurs arguments, c'est que seuls les emplois automatisables seront remplacés par l'IA. C'est faux. Je vais vous en donner tout de suite. C'est complètement faux. Leur deuxième argument, c'est que la logique de Schumpeter, destruction créatrice, oui, des emplois seront détruits, bien sûr, mais des nouveaux emplois seront créés. Le problème, c'est que le nombre de nouveaux emplois créés ne sera pas le même que le nombre d'emplois détruits. Voilà. Et donc, voilà, disons, c'est les deux arguments majeurs. Je vous dis pourquoi c'est faux. Je le dis un peu brutalement, mais autant qu'on n'a pas la peine de tourner autour du pot. C'est un débat. Et je l'explicite, évidemment, beaucoup plus argumenté dans le livre. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'emplois pas du tout automatisables qui vont être remplacés. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand. Je parle l'allemand, enfin j'ai fait mes études en allemand, pendant 30 ans j'étais traducteur professionnel, donc je peux vérifier. ChatGPT a mis 6 minutes à traduire 50 pages. Il me traduisait, mais il écrivait comme une mitraillette à toute vitesse. Et vous qui avez été traducteur, j'ai pas une virgule à changer. Pas une virgule à changer. Voilà. J'ai fait ça pour un ami de Danny Cohn-Bendit qui parle pas le français, qui voulait lire mon livre, donc je lui ai envoyé ça. On l'a regardé tous les deux. Il n'y a pas une virgule à changer, c'est parfait. Le métier de traducteur est mort. Et il faut simplement une personne pour relire, d'accord, peut-être changer 2-3 mots, mais c'est mort. Or, c'est pas un métier entièrement automatisable. Voilà, il y a de très nombreuses boîtes aujourd'hui où tout le courrier est fait par ChatGPT. Tout le courrier. Et il peut le faire en 150 langues et sans aucune faute d'orthographe. Voyez. Donc, c'est pas vrai que seuls les métiers automatisables seront remplacés. Goldman Sachs a fait une étude disant que 300 millions d'emplois seraient remplacés par l'IA dans la décennie qui vient. Et attendez, les assistants IA qui vont sortir cette année et qui sont capables de faire le travail d'une secrétaire de direction ou d'un assistant, quel qu'il soit. Et donc de réserver votre hôtel, vos billets d'avion, de prévenir vos amis, de prévenir les gens qui vont vous recevoir. Tout est faisable. Et puis, vous avez, notamment dans le journalisme, vous avez des papiers qui aujourd'hui sont entièrement faits par l'IA. Et avec les prompts, c'est les questions supplémentaires. Ben, vous pouvez corriger, vous pouvez améliorer, mais vous gagnez un temps dingue. Voilà. Donc non. Et puis la destruction créatrice de Schumpeter, bien sûr qu'il y aura des emplois créés, mais ce sont des emplois Bac+10. C'est des data scientists, c'est des spécialistes des cyberattaques. Programmateurs, non, la programmation, elle est faite... oui, programmateur, mais pas à écrire en Python, c'est fait par l'IA maintenant. Programmateur, oui. Mais donc c'est faux. On aura... Sam Altman a dit... On verra apparaître dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Il faut les écouter. C'est pour ça qu'ils sont pour le RUB, le revenu universel de base, parce qu'ils disent, mais attendez, on va détruire tellement d'emplois, on va détruire des centaines de millions d'emplois, et donc on va mettre les gens au revenu universel de base, parce que sinon ils vont nous bouffer. Le problème, c'est que, je vous le dis tout de suite, Sam Altman a financé pendant 2 ans une étude sur le RUB, il a financé des Américains au chômage. Il leur a donné 2000 euros. Catastrophe sociale, puisque l'être humain a besoin de travailler. Mais évidemment, il a besoin d'une insertion sociale. Donc ça, j'analyse ça très à fond dans mon livre, c'est notamment cette expérience. Il a donné $2000 par mois à des chômeurs américains pendant 2 ans. Catastrophe, suicide, alcoolisme, antidépresseurs. Voilà. Et donc moi, je défends tout à fait autre chose. Je défends le service civique pour les adultes dans mon livre, mais peu importe, on peut en discuter. Mais vous voyez, je pense que non. Je pense que l'impact sur le monde du travail va
être absolument considérable. Voilà, dans tous les secteurs pratiquement. Il y a très peu de métiers qui résisteront. Très peu. Il y en a, mais pas très peu. Alors paradoxalement, et c'est peut-être ce dont les gens n'ont pas conscience, le plus grand remplacement dans le monde du travail, ça va être chez les cols blancs et pas nécessairement chez les cols bleus, puisque un emploi je dis n'importe quoi, mais de serveuse, par exemple, peut être difficilement ou de serveur, peut être difficilement remplacé par l'intelligence artificielle. J'ai dit comme vous jusqu'à il y a peu de temps. Il y a des robots aussi, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est que quand j'ai vu les robots Optimus de Elon Musk, j'ai regardé de près ces robots. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être servi par un robot au restaurant? Non, mais je vais vous dire, non, c'est dur pour ça que les entreprises, les hôtels et les restaurants au Japon qui ont essayé de mettre des robots, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas très envie de ça. Ouais. En revanche, ils sont capables de construire entièrement un immeuble. Col bleu. Et donc il y avait une grande photo qui trônait, si je puis dire, sur un immeuble qui était en construction, un grand immeuble de 12 étages. Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux finir l'immeuble? Ouais. Mais le problème, oui, c'est que vous avez maintenant des robots humanoïdes qui ont dans le cerveau, quand ils auront ChatGPT 5, ils seront polytechniciens, agrégés de philo, de biologie, d'histoire et de mathématiques. Et donc ces robots-là, qui sont... Mais regardez-les, Optimus, ils sont incroyables. Ils servent à table, ils vous font une caipirinha ou un mojito. Ils font faire les devoirs aux enfants, ils font les courses. Ils vont faire les courses. Et ils conduisent une bagnole. Et donc, c'est terrible ce qui se passe. C'est que les gens ne comprennent pas qu'on a affaire encore à des bébés, c'est des nourrissons, ces objets. Ces machines, ce sont encore des machines. Bien, et moi, je pense qu'elles le resteront. Mais on a affaire à des bébés. Imaginez ce que ce sera dans 50 ans. Dans 10 ans, même, dans 5 ans. Ça va très vite. Ah, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Laurent Alexandre, dans son livre, dans son dernier livre, moi, j'aime bien Laurent Alexandre parce qu'il est à part. Bon, il ressemble à personne d'autre et il travaille énormément. Il est quand même très intelligent. Alors parfois, il peut choquer les gens, mais il aime ça. Mais voilà, dans son livre, il dit je ne prévoyais les performances de ChatGPT numéro 4, celui actuel, qu'en 2050. On s'est tous trompés. Voilà. Et moi, j'ai dit comme vous, j'ai dit par exemple, les métiers qui associent la tête, le cœur et la main. Par exemple, jardinier ou directeur d'hôtel, par exemple. Ça résistera. C'est vrai, ça résistera plus. Mais voilà, les cols bleus vont être plus atteints que les cols blancs. Radiologue, par exemple, je suis désolé, j'ai un de mes meilleurs amis qui est radiologue, lui, il l'admet parce qu'on a regardé ça ensemble. Pour analyser des IRM ou des scanners, la machine est 1000 fois meilleure que l'humain pour des raisons que je peux vous expliquer, mais d'abord parce qu'elle a une base de données qui est des milliards de fois supérieure au cerveau humain. Et en plus, elle a des algorithmes qui sont de plus en plus performants. Elle dit pas tellement de bêtises, même maintenant plus même du pour tout. Faire des diagnostics, ce sera beaucoup plus fiable que les médecins. Ah oui. On continue à en discuter après une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve en toute vérité avec Luc Ferry. Luc Ferry, auteur de Grand Remplacement ou Complémentarité, un livre passionnant sur l'IA qui d'un certain côté fait froid dans le dos, mais peur, moi aussi. Que toutes les élites politiques devraient lire parce que c'est le monde de demain qui se construit sous nos yeux. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il nous parle de son nouveau livre IA, Grand Remplacement ou Complémentarité, c'est aux éditions de l'Observatoire. Avant la pause, Luc Ferry, on expliquait que ça allait être une révolution, notamment en termes d'emploi, qui allait avoir un chômage de masse, qu'à la fois les cols bleus, les cols blancs seraient impactés, que les emplois, et pas seulement automatisables, allaient disparaître, que finalement des robots pouvaient bâtir des immeubles, ce qu'on n'avait pas forcément en tête, face à ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire une société où le travail disparaîtrait quasiment, où les robots nous remplaceraient. On a commencé dans cette émission par dire l'Europe est à côté de la plaque avec sa régulation, elle veut réguler un outil qu'elle ne maîtrise même pas, mais est-ce que la question de la régulation se pose malgré tout? Est-ce qu'on peut faire une pause? Alors je connais votre réponse parce que j'ai lu le livre. Mais justement, si on veut préserver notre civilisation, le meilleur moyen, est-ce que c'est pas de faire une pause, d'interdire certaines choses? Il faut se réveiller déjà, il faut organiser la complémentarité autant que possible, plus que le remplacement. Donc on peut en parler à l'école, par exemple.
dans le monde du travail aussi. Je pense qu'il faut organiser la complémentarité tout de suite. Il faut se réveiller. Donc il y a une vraie menace. C'est pas une blague. Les gens, quand on dit ça, ils rigolent, ils pensent que c'est une plaisanterie. Non, les robots peuvent servir à tal, peuvent parler avec vous comme des humains. Le chat GPT est déjà des millions de fois plus cultivé que moi. Alors que je suis un vieux prof d'université et que j'ai quand même lu des dizaines de milliers de livres, probablement 30 000 bouquins dans ma vie, mais il est des milliers de fois plus cultivé que moi parce qu'il a avalé toute la bibliothèque du Congrès, par exemple. Donc j'y peux rien. Moi, je lui pose des questions. Par exemple, j'ai demandé qu'est-ce qu'a fait Victor Hugo entre 1830, les juin de 1830, et puis la Révolution de 48, avec des prompts au bout d'une demi-heure, même pas une demi-heure, un quart d'heure, mais une demi-heure en tout cas à coup sûr. J'ai 100 pages qui sont excellentes, excellentes. Il n'y a pas de conneries dedans, pas d'hallucination, comme on dit dans le... Voilà. Donc c'est compliqué. Il y a des gens qui, face à ça, disent « mais c'est formidable, enfin on va pouvoir s'arrêter de travailler ». Donc vous avez tout un courant, ce qu'on appelle la théorie critique de la valeur en Allemagne, mais ils ne sont pas les seuls, mais vous avez un courant dans l'écologie qui dit « mais si on peut arrêter de travailler, c'est formidable ». Voilà. Et donc moi, je pense exactement l'inverse. Mais vous avez de toute façon une question, et vous y touchiez à la fin de votre propre interrogation, c'est que, imaginons que pour des motifs éthiques et juridiques, on s'arrête, nous, occidentaux, parce qu'on veut protéger la vie privée, parce qu'on tire aux droits de l'homme, et c'est très bien comme ça, parce qu'on a des CNIL, etc. C'est le fameux moratoire qui demandait une pause de 6 mois sur l'innovation en matière d'intelligence artificielle, qui a été signée, y compris par Elon Musk. C'est quand même le roi des fauchetons, parce que, bon, j'imagine mal Elon Musk venir dans sa boîte en disant « Allez les gars, partez en vacances, on va s'arrêter pendant 6 mois ». Non, c'est pas vrai. Ça a été signé par Hinton, par Geoffrey Hinton, par Bengio. C'était parce qu'ils avaient peur d'être dépassés par des concurrents. Parce qu'ils ont peur. Oui, en vérité. Pour Elon Musk, c'est que c'était pour faire une barrière à l'entrée des nouveaux entrants. Ouais, voilà. Mais pour Bengio ou Hinton, qui sont des gens honnêtes et qui sont prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel, donc prix Turing, c'est des gens qui se disent mais attendez, ce qui se passe, vous vous rendez pas compte, ce qui se passe, ça va tuer tous les emplois. Enfin, en tout cas, des millions d'emplois. Donc on n'est pas préparé. On va être manipulé. Les élections vont être manipulées. Il y aura des fake news partout, des jumeaux numériques partout, des deepfakes partout. Faites gaffe, c'est terrible. Ils ont raison. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Parce que si nous, occidentaux, avec nos valeurs occidentales, démocratiques, droits de l'homme, etc., on s'arrêtait, Daesh continue à fond. Mais pas seulement Daesh, Poutine continue à fond, la Chine continue à fond, les théocraties continuent à fond, etc. Et donc, on peut pas, si on s'arrêtait, les Chinois hurleraient de rire. Donc, on peut pas s'arrêter. Il faut qu'on fabrique nous-mêmes notre intelligence artificielle européenne avec nos règles à nous. Et il faut qu'on essaye de convaincre le reste du monde d'avoir une régulation intelligente, bien sûr. Parce que, après tout, les deepfakes, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher aussi un dirigeant chinois ou n'importe qui. Et donc, voilà, je pense que l'Europe peut devenir un modèle pour le reste du monde, comme elle l'a été, je sais pas moi, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48. Mais elle peut devenir un modèle, mais à condition que l'innovation, qu'elle soit au même niveau que les autres, qu'elle soit crédible. Là, encore une fois, les journées organisées par Macron le 11 février, elles ne sont que régulation. Et ça fait, franchement, il y a des gens qui hurlent de rire déjà, même en France, qui disant, mais c'est une catastrophe, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut au contraire investir dans l'innovation pour être crédible. Justement, les États-Unis investissent 500 milliards de plans d'investissement et on a vu à la cérémonie d'investiture de Trump tous les géants de la Silicon Valley finalement lui prêter allégeance. Elon Musk, mais aussi Mark Zuckerberg, Peter Thiel et bien d'autres. Comment vous regardez ça et est-ce que vous expliquez que bien le monde occidental devait investir effectivement et être un contre-modèle par rapport aux dictatures numériques qui s'annoncent. Est-ce qu'il y a un risque aussi en Occident de dérive autoritaire quand on voit Elon Musk, et moi je suis pas du tout dans le politiquement correct à avoir chez lui un nazi ou je ne sais quoi, je pense que ça c'était de la blague, mais est-ce qu'un homme aussi puissant ça a quelque chose d'effrayant? Est-ce que c'est bien que Trump finalement l'arrime à un gouvernement et tente de le contrôler, ou est-ce que c'est plutôt Musk qui va contrôler Trump à la fin? Non, je pense qu'ils vont se séparer parce que la manière dont Elon Musk intervient dans la politique, notamment européenne, sur l'AfD, l'Alternative für Deutschland en Allemagne, c'est pas acceptable pour un président parce que c'est quand même le président qui a le monopole de ce discours et c'est pas celui que tiendra Trump maintenant.
je vais être très clair. Trump nous a débarrassé d'un candidat wokiste. Hein, c'est pas donc réjouissons-nous parce que Kamala Harris, évidemment. Voilà. Et le courant wokiste aux États-Unis est bien plus dangereux que Trump. En termes de liberté d'expression, notamment. Mais oui, et en termes d'antisémitisme. N'oubliez pas que les étudiants wokistes démocrates d'extrême gauche aux États-Unis se sont employés pendant des mois à arracher les photos des otages israéliens et à défendre l'idée que le Hamas était un grand mouvement de résistance formidable. Je ne l'oublie pas, je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, je sais que vous ne l'oubliez pas, mais je m'adressais à ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. Et donc je pense que quel que soit, moi je n'ai aucune sympathie pour Trump à titre personnel, si je puis dire, parce que je pense que c'est vraiment l'archétype du. Il est menteur, il est pervers narcissique, il est quand même effrayé, il est d'une brutalité folle. Bon, voilà, peu importe, mais en tout cas, il nous débarrasse. Et puis, en plus, c'est un pacifiste. Il n'a jamais déclenché de guerre. Et s'il peut arrêter cette stupide guerre Ukraine-Russie, j'applaudirais des deux mains et des deux pieds. Bon, mais voilà. Donc, cela étant dit. Et puis maintenant, il nous provoque, mais il nous réveille aussi. Il montre à quel point l'Europe s'est endormie et à quel point elle a besoin de se réveiller. Voilà. Maintenant. Juste un mot sur la question du travail. Moi, ce pourquoi je plaide dans mon livre, et je pense que vos questions et vos remarques allaient dans le même sens. Je pense qu'il faut garder absolument pour tous les humains dont on supprimera les emplois par l'IA ou qu'on remplacera les emplois par l'IA, pour tous ces humains, il faut garder une insertion sociale dans le travail. C'est pour ça que je défends le service civique pour les adultes. C'est moi qui ai fait le service civique en France pour les jeunes. C'est entièrement mon idée, il faut quand même le rappeler, parce que c'était l'opération Envie d'agir, quand j'étais ministre de la Jeunesse, qui est devenue service civique, et c'est grâce à Sarkozy que j'ai pu créer ça, et je trouve ça formidable. Mais il faut faire la même chose pour les adultes qui perdront leur emploi. Voilà, moi, il y a quantité de tâches d'utilité publique qui ne sont pas prises en compte par le service public et qui sont très chères quand c'est fait par le privé. Par exemple, l'aide à domicile. Vous avez aujourd'hui 40 000 centenaires en France. C'est énorme. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas riches et qui ne sont pas en état de remplir leurs papiers ou même de se faire à déjeuner, que sais-je. Bon, et voilà, c'est ce qu'on appelle la rupture de solitude des vieux. Voilà, on parle comme ça dans le ministère de la Jeunesse. En tout cas, de mon temps, c'est comme ça qu'on disait. Voilà, je pense que ce type de travail-là, si c'est payé grâce au profit que dégagent les licornes où il n'y a pas de salariés, comme dans celle dont on parle, mais c'est très bien. Mais il faut garder une insertion. Il faut garder l'estime de soi. Là, vous avez totalement raison. Je vous rejoins, mais je vous pose une question, et c'est ce que j'ai jamais compris. Oui. C'est qu'admettons qu'on ait des licornes qui dégagent des profits sans salariés. Comment on dégage des profits sans salariés si personne n'a d'emploi? On crée de la richesse. C'est tout, on crée de la richesse. Et on crée de la richesse, on construit des immeubles, on construit des routes, on crée de la richesse, on crée des choses qui se vendent, on crée des médicaments. Mais on sort d'une économie quasiment capitaliste. C'est une économie la structure reste la même, parce que si vous avez une entreprise, par exemple, qui fabrique des médicaments géniaux, par exemple, oui, mais que les gens qui nous écoutent... Mais elle va les vendre à qui si tout le monde est au revenu universel? Justement, il faut payer les gens. Il faut les payer assez cher pour qu'ils puissent... Le Fordisme, il faut payer les gens assez cher pour qu'ils puissent acheter. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai enseigné avec Jean-Didier Vincent à la fac de sciences de Paris sur le thème biologie et philosophie. Et puis c'est comme ça que je me suis passionné pour la biologie. Jean Dosset, qui était notre prix Nobel, m'avait très gentiment, en 1990, il était chargé, vous vous souvenez, du projet Human Genome, le séquençage du génome avec Daniel Cohen, le biologiste. Et Jean Dosset m'avait demandé de venir travailler avec lui pour essayer, il s'intéressait évidemment aux retombées spirituelles, morales, politiques de ce séquençage du génome. Et donc, j'ai eu la chance, de me passionner pour la biologie. J'ai continué. Et ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, parce qu'on parle que de choses effrayantes, dans le domaine médical, et notamment dans le domaine du cancer, ça va sauver des millions de vies. Il n'y a pas d'immunothérapie du cancer sans IA. Il n'y a pas de thérapie ciblée, il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Donc là, on parle que des mauvaises nouvelles, mais il y en a des très très bonnes. Il y a aussi des très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Ouais. Voilà. Et puis si on organise intelligemment la complémentarité, notamment dans le domaine scolaire, ce seront des bonnes nouvelles aussi, parce qu'on peut organiser la complémentarité. Mais pour ça, il faut se réveiller. Et justement, on va se réveiller dans la dernière partie de l'émission. On va voir justement quelles peuvent être les évolutions positives et comment on peut transformer ce qui apparaît comme une menace, comme une chance. On se retrouve donc dans la dernière partie dans Toute Vérité avec Luc Ferry pour parler d'intelligence artificielle. À tout de suite.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Luc Ferry. On parle de son nouveau livre Intelligence artificielle, grand remplacement ou complémentarité aux éditions de l'Observatoire. On l'a dit, l'intelligence artificielle va remplacer des millions et des millions d'emplois. Est-ce que dans le domaine artistique, par exemple, c'est ce que vous l'évoquez dans votre livre, est-ce que Mozart pourrait être remplacé par une intelligence artificielle, par exemple? Est-ce que le génie humain, et je pose la question aux philosophes que vous êtes, ça pose une question métaphysique, parce que l'intelligence artificielle ait des capacités techniques 1 million de fois supérieures à l'être humain, c'est une chose, mais si elle remplace le génie et la créativité humaine, là on est vraiment dans le grand remplacement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas vertigineux? Alors, en tout cas, c'est vraiment une question fascinante. Et là, vous posez exactement dans les bons termes, parce que je pense que seul le génie résistera. Voilà. Le génie résistera parce qu'il est complètement imprévisible et il dépend d'un certain nombre de qualités, si je puis dire, de force, on pourrait dire, de puissance, qui ne relèvent pas du monde intellectuel. Du reste, c'est ça que beaucoup d'ingénieurs... Moi, je suis évidemment dans des groupes d'ingénieurs, parce que je me suis... Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus et j'ai appris le côté scientifique de cette bestiole. Mais ce que beaucoup d'ingénieurs en IA ne comprennent pas ou ont du mal à accepter, c'est qu'il y a une différence abyssale entre l'intelligence et les valeurs. C'est pas la même chose. Les IA génératives, ChatGPT, Gemini, Claude 3, etc., ou DeepSeek, sont alignés, c'est le mot qu'on utilise, sur des codes éthiques. Esthétique, éthique. Mais ce sont les programmateurs qui leur donnent leur valeur. Je vais revenir au génie tout de suite. Donc, par exemple, Gemini est wokiste complètement. Donc, si vous lui demandez on lui a demandé la recette du foie gras, il dit non, je peux pas vous donner. C'est mauvais pour les animaux. Pour les animaux. Voilà. Si vous lui posez des questions racistes, il dit mais je vous réponds pas. Vous n'avez pas le droit d'être raciste. Voilà. Donc en plus, ils ont des valeurs. Voilà. Ils ont des valeurs, mais qui sont celles des programmateurs. C'est pas les leurs. Tandis que nous choisissons. Enfin, si on croit au libre arbitre. Il y a le libre arbitre. Le libre arbitre. Qui ça pourra a priori jamais être remplacé. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, si vous êtes spinoziste et que vous pensez que le libre arbitre est du délire, si vous êtes matérialiste, c'est pour ça que les ingénieurs matérialistes pensent qu'on ira vers une post-humanité, vers des IA conscientes et qui auront leur propre valeur. Je n'y crois pas parce que je crois au libre arbitre. Voilà. Donc la vérité, c'est que dans le génie, il résistera à ça parce qu'il a ses valeurs à lui et là il choisit ses valeurs et puis il a une espèce de puissance de valeur, si je puis dire, de création de valeur. C'est ça. C'est ce que Nietzsche dit. Il a raison. Et pourtant Nietzsche n'est pas un philosophe du libre arbitre, mais il dit voilà, le génie, c'est celui qui est surpuissant et qui crée des valeurs. Il pose des valeurs, comme un aristocrate, dit Nietzsche. Il pose des valeurs, voilà, sans discuter. Voilà. Et ça, je pense que ça n'est pas remplaçable. En revanche, pour 99,9% des autres, le remplacement... Voilà, il y a par exemple... les graphistes, même plus que ça. Moi, j'ai une de mes filles est graphiste, elle a fait péninienne. Bon, c'est un métier qui est très, très impacté. Ouais. Mais vous avez un exemple. Allez le voir, ceux qui nous écoutent, allez le voir vous-même. Sur Internet, vous le trouverez tout de suite. C'est un artiste américain qui s'appelle Jason Allen, A2LEN, Jason Allen. Et là, il a été concurrent, enfin, il a compétitionné, je sais pas comment on dit, il a participé à une compétition de la foire d'art contemporain du Colorado. Donc, il a présenté une œuvre d'art qui s'appelle en français, enfin, elle s'appelle en anglais Space Theater Opera. Et c'est une œuvre qui est magnifique, je peux pas dire autrement. Allez la voir, elle est sublime. Il a gagné le prix. Et les concurrents ont déposé plainte au jury. Il l'avait fait avec Midjourney, avec une IA générative qui est très performante. Et il y a eu tout un débat après aux États-Unis pour savoir si on pouvait breveter une œuvre fabriquée par l'IA et si on pouvait la breveter comme une œuvre fabriquée par des êtres humains. Là, ça pose la question de la complémentarité. On y vient. Exactement, c'est exactement ça. On y vient tout de suite. En lisant votre livre, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, le numéro 2 du gouvernement devrait être le ministre de l'intelligence artificielle.
artificielle, organisant finalement l'adaptation de chaque ministère aux enjeux qui vont être les enjeux du futur. Prenons par exemple le ministère de l'Éducation nationale, puisque vous avez été ministre, on le rappelle, de l'Éducation nationale. Comment il faut faire pour former justement les enfants d'aujourd'hui qui vivront dans la société de demain, puisque vous nous avez dit ça va très vite, dans 50 ans ce sera un autre monde. Comment il faut les former justement pour être adaptés à cette révolution technologique mais aussi anthropologique? Il y a un très grand risque parce que il y a un très grand risque qui est déjà réel parce que beaucoup de mémoires de maîtrise, de master sont déjà faits par l'IA. Et en plus, les logiciels de détection du plagiat ne fonctionnent pas parce que ChatGPT est très malin, il répète pas la même chose dans les mêmes termes. Donc, et puis les étudiants savent modifier un peu les phrases, changer les mots. Donc, dans certaines universités américaines, 90% des mémoires sont faits par l'IA ou avec l'IA. Et moi, j'en ai des exemples autour de moi très clairs. Donc, d'excellentissimes mémoires qui, à coup de prompts, toujours ces questions supplémentaires, sont faits par l'IA. Alors, ce qui est très problématique, d'abord, indiquons le problème, c'est que on peut pas penser à votre place, on peut pas penser à ma place, on peut pas penser. Donc, si les étudiants font faire tout le travail de la pensée par l'IA, ils vont devenir des andouilles. Très rapidement, on va tomber dans l'obscurantisme et la bêtise et l'ignorance. Bon, donc il faut éviter ça. On peut prendre une femme de ménage ou un homme de ménage pour faire le ménage à sa place, ou un jardinier pour traiter le jardin à sa place. On peut pas prendre quelqu'un pour penser à sa place. Donc, faut éviter ça. Ça peut être le rêve d'une partie de l'humanité. Oui, c'est ce que dit Tocqueville. Le fameux texte sur, mais c'est quand même, ce serait la catastrophe absolue. Donc, si j'étais encore ministre de l'Éducation, je changerais de A jusqu'à Z les programmes d'instruction civique. D'abord, j'attirerais l'attention sur la saloperie des réseaux sociaux aujourd'hui, sur le risque des deepfakes, mais surtout, je ferais un cours sur l'IA et je rendrais paradoxalement dans certains secteurs de l'école l'IA non pas interdite mais obligatoire. Alors, je donne toujours le même exemple parce que je l'ai fait en vrai. Alors, pour ça, c'est qu'il est bon. Je donnerais, par exemple, si j'étais à nouveau professeur de philosophie, je dirais à mes élèves, voilà, je vous donne un sujet de dissertation. Est-ce qu'il y a des critères du beau ou est-ce que le beau est totalement subjectif? Voilà, un sujet de dissertation classique. Vous demandez à ChatGPT, vous me donnez sa réponse et après, vous commencez à travailler à partir de la réponse de ChatGPT. Vous discutez, vous complétez, c'est ça la complémentarité. Et je donne toujours un autre exemple parce que je l'ai fait en vrai. C'est dans une école primaire en CM1. Voilà, j'ai montré une carte postale de Noël avec un chalet, avec un élan, un Père Noël, avec je sais pas une petite marmotte, avec des sapins, etc. Bon, et vous demandez aux gamins de décrire ce qu'ils voient à DALL-E, DALL-E qui est intégré à ChatGPT, producteur d'images. Donc, eh bien, DALL-E va vous sortir une image à partir des textes qu'on lui, enfin des questions qu'on lui, enfin de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui demande, voilà, de l'écrit ou de l'oral. Et donc, tant que l'image produite ne ressemble pas à la carte postale d'origine, eh ben, dans tous les cas de figure, je vous garantis que c'est parce que le gamin a mal utilisé les mots. Il a dit c'est un cerf alors que c'est un élan. Il a dit c'est une maison alors que c'est un chalet. Il a dit c'est des arbres alors que c'est des sapins, etc. Donc vous l'obligez gentiment, ça j'ai pas autoritaire, mais à faire en sorte qu'à la fin il ait une belle image qui correspond. Et ça permet de progresser dans le langage, tout simplement, dans le vocabulaire. Bien sûr, c'est très utile. Voilà. Donc il y a 1000 autres usages possibles. C'est ça que j'appelle la complémentarité, vous voyez. Et je pense qu'il faut absolument se réveiller pour organiser, voilà, le service civique pour les adultes quand c'est absolument nécessaire, et puis la complémentarité partout où on peut y arriver. Mais je ne suis pas certain. Moi, je tire la sonnette d'alarme, si vous voulez, et j'essaie de donner des réponses, d'indiquer des pistes de solutions. Mais il est évident que dans certains secteurs comme la médecine, ce sera absolument formidable. Ça va sauver des millions de vies, mais dans d'autres secteurs, ça va mettre évidemment les gens en difficulté. Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron, à François Bayrou, votre livre. En tout cas, j'ai une deepfake d'Emmanuel Macron disant que mon livre est génial et qu'il le conseille à tous. Non, je plaisantais, mais est-ce que les plus hautes autorités de l'État vous paraissent conscientes de ce qui va se passer? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez, bon, je suis désolé de le citer, le pauvre vieux, j'ai rien contre lui, mais le ministre Barrot, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, qui avant été ministre du numérique, avait déclaré que ChatGPT était un perroquet approximatif. Donc ça veut dire que ministre du numérique n'avait absolument rien compris à ce qui se passait. Voilà, ça, c'est horrible, c'est effrayant pour moi. Moi, c'est ça
ça qui me fait peur. Ça me fait beaucoup plus peur que l'IA. Ce qui me fait peur, c'est que nos élites, et les intellectuels, c'est pareil, nos élites intellectuelles, et quand je dis intellectuelles, je ne parle pas des scientifiques, évidemment, mais nos élites intellectuelles et politiques ne sont pas du tout conscientes. Et je vois bien quand je fais des conférences que les gens rigolent. Ils pensent encore que c'est une blague. Que c'est de la science-fiction. Ouais. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous Luc surtout. Ferry, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre IA, Grand remplacement ou complémentarité. On espère qu'il sera lu par beaucoup, notamment au sommet de l'État. Et moi, j'espère que vous avez apprécié l'émission et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. À bientôt.